Voilà, vous êtes donc toujours à l'écoute de notre émission. Jacques Roger, chose funéraire radio. Vous allons aller rapidement du côté de New York pour voir donc le leader donc de l'UFDG, Elhadji Cellou Dalein Diallo. Voilà, vous êtes donc toujours à l'écoute de notre émission. Donc Jacques Roger, chose funéraire radio. Vous avez écouté donc M. Alassane Diallo, qui est donc le fédéral de l'UFDG à New York, qui invite pratiquement tous les militants et sympathisants donc de l'UFDG à une très grande réunion, donc dimanche de 12h à 18h. Et comme il a dit, c'est donc à 22h30 sur la 5e avenue. À New York, c'est entre la 135e Street et la 5e avenue. Voilà. Donc tous les militants donc, de l'UFDG et sympathisants sont donc invités à cette grande, j'allais dire, à ce meeting. Alors, je ne sais pas si Elhadji Cellou Dalein Diallo est avec nous. Hein. Président, comment allez-vous? Oui. Allô, Jacques Roger? Oui, comment allez-vous, M. Cellou Dalein Diallo hein? Comment vas-tu? Je suis venu avec un passeport guinéen pour toi parce que tu es tellement intégré à la communauté guinéenne. Nous avons délibéré là-bas et décidé de t'accorder la nationalité guinéenne. Voilà, ça avec plaisir. Hein? Voilà. Merci beaucoup, c'est avec donc plaisir que nous allons donc accepter un peu cela. Tu étais déjà guinéen à 40% en tant que citoyen de la CEDEAO, mais maintenant tu vas être guinéen à 100%. Voilà, il n'y a pas de problème. Je crois que j'aurai aussi besoin aussi donc d'une sœur coutanienne hein, pour tellement combler le tout. Hein. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Président Cellou Dalein Diallo. Alors, nous allons aller donc très rapidement et comme je l'ai toujours dit, c'est toujours un plaisir de vous avoir à l'antenne. D'ailleurs, les auditeurs de Jacques Roger Show ont toujours reconnu hein, votre fair play. Votre envie, c'est vraiment de voir la démocratie s'installer dans votre pays. Et croyez-moi, c'est l'une des qualités que nous aimons et nous admirons en vous. Encore une fois, merci beaucoup, M. Cellou Dalein Diallo, pour tout ce que vous faites pour l'Afrique et surtout pour votre pays. Merci bien. Voilà. Alors, nous allons aller très rapidement. Nous savons votre calendrier est très chargé. Alors, vous avez donc participé hein, donc à la convention donc, des démocrates. Mais tout d'abord, pourquoi vous n'avez pas participé à la convention des républicains, mais seulement des démocrates? Pourquoi? C'est pour une raison toute simple. Je n'ai pas été invité par les républicains. Les démocrates ont fait l'honneur de m'inviter. Donc j'ai répondu. Ok, d'accord. Et là, voilà, vous avez participé donc à cette convention. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu et quel impact ce que vous avez retenu peut avoir un peu sur l'Afrique? Bon, j'ai eu un plaisir vraiment à assister à des grands meetings, à des meetings de qualité. J'ai constaté ici que c'était vraiment la confrontation des talents, la démocratie américaine. J'ai été notamment impressionné par un certain nombre de discours qui ont été tenus lors de cette convention nationale du Parti démocrate. J'ai été bien entendu impressionné par le discours du président Obama hier, mais avant, il y a eu celui du président Joe Biden que je n'avais jamais écouté auparavant. J'ai été impressionné par la conviction de ces hommes, par le talent oratoire de ces grands politiciens américains. J'ai été également impressionné par le discours de John Kerry et avant ça par Michelle Obama. Et puis il y a un maire du nom de Castro qui a aussi fait un discours émouvant et qui a vraiment marqué les esprits. J'ai vu ces talents-là et j'étais vraiment très fier d'avoir pu assister à cette convention nationale du Parti démocrate. Mais en marge de cette convention même, nous avons eu ce qu'ils ont appelé le Forum international des leaders, organisé par le NDI qui nous a conviés, et il y a eu de grands débats sur la politique étrangère des États-Unis, sur les primaires, comment ça s'organise. C'était aussi vraiment une leçon qu'ils ont voulu dispenser aux invités des autres pays du monde. Il y avait l'Europe, l'Afrique, le Pacifique, il y avait l'Afrique bien entendu. Il y a eu de grands débats sur les thèmes qui sont débattus au niveau de cette campagne qui s'ouvre au niveau des États-Unis, la sécurité, l'emploi, l'industrie, les affaires étrangères, le rôle des États-Unis dans le monde. Et toutes ces questions ont fait l'objet de débats dans nos conférences et c'était vraiment intéressant. Nous avons pu prendre
part à ces discussions avec des panels de gens de haut niveau, avec comme Madeleine Albright, John Kerry et beaucoup d'autres anciens et actuels au cadre de l'administration américaine. C'était vraiment une semaine très très riche pour nous. Nous étions nombreux les Africains à être là. Il y avait des Congolais, des Camerounais, des Kenyans, des Ougandais, des Zambiens. Il y avait le Premier ministre du Zimbabwe, M. Tsvangirai. Et puis il y a de hautes personnalités européennes aussi qui étaient là dans ces débats-là que nous avons eus lors des ateliers qui ont été organisés en marge de la Convention. Alors, pourquoi, si vous voulez, selon vous, ce que vous avez assisté actuellement en Caroline du Nord n'arrive pas du tout à s'appliquer un peu en Afrique? Quand la démocratie est appliquée à 100%, ça fait pour avoir. Pourquoi nous n'arrivons pas certainement à appliquer un peu cela en Afrique, selon vous? Est-ce que c'est le déficit certainement de cadre, ou bien c'est la population qui n'est pas encore prête, si vous voulez, à ce genre de débat? Bon, ça dépend de l'accumulation, je pense, de plusieurs facteurs. Nous sommes des jeunes démocraties. Vous savez, la démocratie, c'est peut-être la démocratie, en tout cas le débat, le multipartisme, c'est à partir de la conférence de la Baule, pratiquement, en Afrique francophone. Il y avait le parti unique qui était la règle partout sur le continent. Il a fallu la conférence de la Baule et puis les conférences nationales. Et on s'est finalement engagé dans le multipartisme intégral. Ce n'est pas simple, on n'est pas habitué à ça. Il y a une culture africaine qui naturellement contribue à vénérer le chef et à ne pas contester le chef, à le respecter, donc à exclure le débat de la politique. Or, l'absence de débat est une source de conflit, comme vous le savez, et la démocratie suppose le débat, c'est la confrontation d'idées. Une fois qu'un homme est installé au pouvoir chez nous, il ne supporte plus les critiques. On a vu toutes les censures, mais de plus en plus quand même, on assiste à la libéralisation, à l'instauration de la liberté de la presse et à des débats de plus en plus. Mais il faut dire qu'entre nous et l'Amérique, il y a quand même un gap important à combler. Je pense que, mais avec le temps, en continuant de mener le combat que nous sommes en train de mener aujourd'hui pour qu'il y ait la démocratie, pour qu'il y ait la transparence, pour qu'il y ait l'état de droit, pour qu'il y ait respect des libertés et des droits humains. Je pense qu'il y a des petits progrès qui sont arrêtés ici et là. C'est difficile, c'est lent, mais il faut continuer le combat parce que ça se donne pas, ça se conquiert ces libertés-là. Et ça se conquiert cette liberté-là. Avant de parler certainement un peu de la situation sociopolitique un peu dans votre pays, comment se porte un peu l'UFDG? À un moment donné, nous avons senti un peu, permettez-moi l'expression, un bicéphalisme, certainement à la tête de votre parti, mais les choses sont rentrées très vite un peu dans l'ordre. Alors, comment se porte actuellement l'UFDG? L'UFDG se porte bien. L'UFDG, c'est un grand parti. Un parti bien structuré, bien organisé. Nous avons des comités de base sur l'ensemble du territoire. Nous avons des sections, nous avons des fédérations qui fonctionnent. Allez à Conakry, le parti l'UFDG, l'un des rares, sinon le seul parti qui organise 2 conseils politiques par semaine, un bureau exécutif par semaine, une assemblée générale par semaine. Les fédérations travaillent, délibèrent. Nous sommes un parti qui fonctionne suivant les règles démocratiques. Bon, c'est sûr que après le revers qu'on a eu à la suite de l'élection présidentielle, il y a parfois des malentendus qui peuvent surgir dans n'importe quelle organisation de cette nature. Mais nos adversaires sont très vite frottés les mains en disant que l'UFDG éclate, c'est l'implosion, il y a ceci, ça va pas, Antibaouri, c'est terminé. Non, l'UFDG est un grand parti, je le dis, et je nie pas qu'il y ait eu des malentendus à un moment donné, mais ce n'est pas vraiment la catastrophe, ce n'est pas l'implosion, comme on a eu trop tendance à le dire. Le parti. Et voilà, nous continuons de mener le combat pour obliger Alpha Condé à respecter les règles et les principes démocratiques, à respecter les droits humains, à laisser les citoyens exercer leurs droits, leurs libertés, en tout cas celles reconnues par la Constitution. Et l'UFDG, vous savez, est en première ligne en Guinée dans ce combat. Et nous mobilisons des militants, nous organisons des marches, nous faisons des meetings géants
Et c'est l'UFDG qui est toujours là, les militants sont derrière le parti, derrière la direction nationale, on n'a pas de souci. Nous sommes allés à l'intérieur, c'est le même enthousiasme, le même soutien, la même détermination. Et que vous avez le parti, c'est la base, hein, et les gens ont confiance, ils sont déterminés et ils soutiennent. Donc nos adversaires sont très vite sautés les mains. Ah, c'est fini l'UFDG, voilà, ça ne va plus, c'est l'implosion. Mais là, vraiment, je suis fier de vous dire aujourd'hui que l'UFDG se porte très bien, aussi bien à l'intérieur du pays qu'à Conakry et à l'extérieur de la Guinée. Voilà. L'UFDG se porte assurément très bien. Voilà. Une autre affaire, Président, qui fait couler beaucoup d'entre des salines. Je vais vous permettre certainement pour les auditeurs qui nous écoutent, en même temps, de lever pratiquement tout ce qui est comme équivoque, afin que nous puissions certainement avancer. C'est par rapport un peu à l'affaire qu'on appelle un peu la vente un peu de l'usine Fria, où des mauvaises langues vous accusent certainement d'avoir bradé un peu, si vous voulez, un peu, l'usine à des investisseurs. Alors, et vous l'avez dit que l'usine a été vendue au moment où vous n'étiez même pas encore, vous n'étiez pas du tout concerné. Alors, pour les auditeurs du Jacques Rocher-Chaud, je vais vous permettre certainement d'éclairer les uns et les autres par rapport certainement à cette affaire de l'usine Fria. Bien, d'abord, les problèmes qui sont posés, ce n'est pas des problèmes, celui de savoir qui a vendu à quel prix. Aujourd'hui, la vie de cette usine est en danger. Et le gouvernement ne prend pas d'initiative pour essayer de trouver une solution. Il y a quand même 3000 travailleurs qui vivent cette usine. Il y a une crise qui est née. Allô? Oui, allô? Oui, il y a une crise, je pensais que vous n'étiez plus là, qui est née à la suite d'une revendication salariale par le syndicat. Et finalement, l'employeur a décidé de suspendre les activités de l'usine et de menacer de fermer l'usine. Si au niveau des négociations entre le patron et les employés, il n'y a pas d'issue, compte tenu de l'importance de cette usine dans l'économie guinéenne, dans la société guinéenne, il était du devoir du gouvernement de prendre des initiatives pour essayer de réconcilier, en tout cas de trouver un consensus entre les travailleurs et les patrons de l'entreprise. Ce qui n'a pas été fait. Aujourd'hui, les travailleurs de Fria n'ont pas de visibilité. Ils ne savent pas si l'unité va fermer ou pas. Ils sont fait 5 mois, plus de 5 mois sans recevoir de salaire. Des pères de famille. Donc, nous, j'étais parti marquer ma solidarité avec ces compatriotes qui travaillaient dans cette usine. Bon, mais comme il n'y a pas le gouvernement a été dénoncé, on dit, ouais, c'est eux qui ont vendu l'usine. Alors, on ne se pose pas la question, est-ce qu'il était opportun de la vendre et qui l'a vendue? Moi, je n'ai jamais participé à une négociation pour la vente de l'usine Fria. Je le dis et je le répète. J'ai vu des documents. Au terme de négociations menées entre 2002 et 2003, il y a un document qui est signé. Au terme de quel document le gouvernement s'est engagé à vendre à Rusal cette usine de Fria. Rusal est à l'époque, et je crois qu'il est toujours, le numéro 1 mondial de l'aluminium et de la bauxite. Alors, avant, en 1998, la Guinée était associée avec un groupe d'investisseurs internationaux à la tête desquels il y avait Pechiney, une entreprise française. Compte tenu des difficultés rencontrées dans la gestion de l'usine, parce qu'il a vieilli, parce qu'il n'y a pas eu d'investissement important, même des investissements de maintenance n'ont pas été faits, eh bien, les partenaires de la Guinée, les investisseurs qui étaient regroupés dans ce qu'on appelait Frialco, ont décidé de se retirer et de céder leurs 51% aux francs symboliques. Après, donc, le retrait de Pechiney et de ses partenaires dans Frialco, le gouvernement guinéen a cherché à vendre l'usine. Il a fait un appel d'offres, personne n'a soumissionné. Je rappelle qu'en 1992, alors que moi j'étais directeur à la Banque centrale, directeur des changes, il y a eu une étude de compétitivité qui a été menée par rapport à l'usine de Fria. Il s'est trouvé que l'usine de Fria, sur les 183 usines d'alumine qui existent dans le monde, Fria était 181e de par le coût plus élevé du prix de revient de la tonne d'aluminium produite. Et sur chaque tonne, à un moment donné, l'usine perdait, chaque tonne d'aluminium, l'usine perdait $15.
si bien que ça n'intéressait pas les gens. Le coût de production était élevé, l'outil avait vieilli, avait besoin de près de 400 millions de dollars pour être vraiment remis à niveau de manière à ce que sa production soit compétitive sur le marché. Donc, à partir de 2002, à partir de 1990, la Guinée a passé un contrat de location gérable avec une société américaine qui s'appelle Reynolds, qui a dit « Je ne veux pas être votre partenaire, je vais louer l'outil pendant 15 ans, et puis si je m'assure que ça peut aller, après on va négocier peut-être un partenariat plus approfondi. » Après 2 ans de travail dans ce statut-là, Reynolds a décidé de vendre son contrat à Rusal. Rusal a donc acheté le contrat de location Vergence. Rusal est devenu donc locataire à la place de Reynolds. Et on avait toujours besoin, selon des études menées par un cabinet spécialisé, de 400 millions de dollars pour rendre l'usine de FIA viable, parce qu'il fallait doubler la capacité. La capacité de l'usine, 600 000 tonnes d'alumine, c'est fait. Et ensuite, l'outil avait vieilli. Donc, Rusal, il semble, parce que là, je n'ai jamais participé, j'étais ministre des Transports, je n'étais pas ministre des Mines. Il semble que Rusal aurait dit que s'il doit investir cet argent, il faut que l'outil lui revienne. C'est dans ce cadre que les négociations sont engagées avec le cabinet particulier du président de la République. Et à un moment donné, le président s'est rendu en Russie. Je crois que ces négociations auraient été approfondies. Je n'étais pas de la délégation, j'étais ministre des Transports. Ce n'était pas vraiment quelque chose dont tout le monde, les gens étaient au courant. Mais par la suite, j'ai dû me renseigner parce que depuis que j'étais à la Banque centrale, je m'occupais un peu de l'usine de FIA parce que c'est une usine avec ses DG qui rapporte des devises à la banque. J'étais directeur d'échange, donc chargé de la gestion des devises du pays à l'époque. Donc, l'affaire de FIA, c'est comme ça que je continue à suivre bien après que j'ai quitté la Banque centrale. Alors, les Russes ont dit, bon, s'ils doivent investir pour rénover l'outil, semble-t-il, parce que là, il n'y a pas de document, mais il y a quand même un document qui a sanctionné les négociations, un protocole d'accord, au terme duquel le gouvernement s'est engagé à vendre l'usine à la... Et après, il y a eu plusieurs réunions, des PV où ils sont mis d'accord sur le prix et tout ça. Et finalement, la cession effective de l'usine a eu lieu, c'était déjà parti du gouvernement en tant que Premier ministre, c'était limogé. Donc voilà ce que je puis dire par rapport à cela. Merci beaucoup d'avoir de bonnes informations. Mais vous savez déjà, au temps de Dadis, pendant les jeunes, il y a eu des gens qui ont dit que c'est les Dalins qui ont vendu. Et ils nous avaient tous convoqués à un moment donné, au moment du Dadis Show, et c'était en direct que les Guinéens m'ont suivi. Et le capitaine Dadis s'est dit, mais je ne vois même pas pourquoi Dalin est là. Parce qu'il y a tous les documents qui ont été signés dans ce cadre, je n'ai pas vu son nom nulle part. Monsieur Fodé Bangoura a rappelé que l'usine là, la décision de la vente a été prise bien avant que je ne sois à la primature. C'était en direct à la télévision nationale. Je ne sais pas pourquoi les gens, lorsque des questions sont posées, il faut toujours trouver des émissaires. Lorsque vous prenez position, il faut qu'on vous attaque. Sinon, je n'ai pas de responsabilité dans la vente de cette unité industrielle à Rusal. Encore qu'aujourd'hui, ce n'est pas le problème de la vente, c'est le problème de la pérennité de l'exploitation de cette unité industrielle qui est posée. Alors, bon, je pense que le gouvernement doit s'intéresser à ça au lieu de chercher à accuser des gens d'avoir pris la responsabilité. Monsieur Diallo, on vous entend un peu faiblement. Allô, oui, voilà, ça va mieux. Voilà, ça va mieux maintenant. Voilà. Alors, merci beaucoup pour cette précision. Ça va nous permettre certainement d'avancer un peu dans le débat. Alors, revenons pratiquement à l'actualité un peu sociopolitique de votre pays. Et après certainement 2 années, ou bien 2 années et demie de combat, pour finir, M. Lansini Camara a décidé donc de démissionner de la CENI. Est-ce qu'on peut parler d'avancée notable, ou bien c'est un non-événement, comme le dit certainement certains opposants? Alors, M. Diallo? Je ne sais pas si nous avons perdu M. Diallo. Docteur Mouketou, est-ce que vous êtes avec nous? Vous êtes en ligne? Oui, je vous entends très bien.
Voilà. Bonjour. Bonjour, docteur Moukitou. Je pense que nous avons momentanément perdu M. Diallo, que nous allons certainement avoir tout à l'heure. Alors, Aboulaye Kodji, comment ça va, Aboulaye? Vous êtes enregistré avec la jeunesse. Voilà, ok, d'accord. Allô, Monsieur Diallo? Oui, M. Diallo, voilà, oui? Oui, on s'excuse là, on avait perdu la connexion, je vous remets M. Diallo. Voilà, ok, d'accord, merci. Alors, M. Diallo? Voilà, merci beaucoup, M. Diallo. Alors, la question que je vous posais tout à l'heure, je dis après certainement 2 années de lutte, M. Nonseni Camara a décidé certainement donc de rendre sa démission. Est-ce qu'on peut en parler d'avancée ou bien c'est un non-événement comme on dit certainement certains opposants? Bon, je veux dire que c'est une revendication de l'UFDG et des partis membres de l'ADP du collectif. Nous ne voulions pas de Nonseni Camara à la tête de la CENI. Son départ constitue la satisfaction d'une revendication. Mais ce n'est pas suffisant, parce qu'il y a d'autres revendications, aussi sinon plus importantes que celle-là. Il y a la restructuration de la CENI, qui avait été demandée, qui n'a pas encore eu lieu, même si on peut penser que le départ de l'UNCN pourrait faciliter les choses. Quand même, il faut regretter qu'on ait attendu presque 2 ans pour satisfaire une revendication aussi simple, parce que M. Alpha Condé n'a pas voulu que l'UNCN démissionne. Et je rappelle que nous avions des griefs fondés contre l'UNCN Camara. l'UNCN Camara n'était pas le superviseur de la circonscription de Ratoma pendant le premier tour de l'élection présidentielle. Mais c'est lui qui a pris l'initiative de venir à Ratoma, arrêter la centralisation, prendre tous les PV et mettre dans le coffre de sa voiture et partir. Jusqu'à présent, on n'a pas retrouvé ces documents. Et les 44% qui m'ont été attribués à l'issue du premier tour, Ratoma n'est pas là-dedans. Ratoma, c'est la 2e circonscription du pays où je suis absolument majoritaire. Et beaucoup de mes militants, à tort ou à raison, pensent que si je ne suis pas passé au premier tour, c'est parce qu'on a perdu Ratoma. Ça, c'est de manière arbitraire à l'initiative du seul Nonseni Camara. Et on s'était plaint à la justice. Contre lui, la justice l'avait condamné 5 ans de prison. C'est bien après l'installation de M. Alpha Condé qu'il a fait appel et que cette décision a été annulée. Donc nous ne pouvions pas accepter M. Nonseni Camara. Mais je rappelle que aussi pendant le 2e tour de l'élection présidentielle, lorsque l'UNCN s'est fait désigner comme président de la CENI, on a protesté. Les autorités de la transition et M. Alpha Condé et moi-même, nous étions d'accord pour que l'UNCN n'était pas indiqué pour diriger la CENI. C'est ainsi que nous sommes allés chercher le général Sangaré du Mali, parce que lui, l'UNCN n'était pas acceptable pour nous, parce qu'il n'a pas la neutralité, il n'a pas la compétence, il n'a pas la moralité indispensable à la direction d'une institution aussi importante que la CENI. Allô? Allô, oui? Oui, ok, d'accord. Merci beaucoup. Voilà, ça nous a permis aussi au moins de comprendre un peu. Alors, tout dernièrement, lors des manifestations, certaines informations avaient été données que il y avait des grenades lacrymogènes qui avaient été lancées dans votre domicile, ce que le pouvoir en place a contesté. Et ensuite, M. Lassana Kouyaté avait parlé seulement des tirs à balles réels sur votre cortège. Alors, vous étiez donc au présent. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement ce qui s'est un peu passé? Bon, d'abord, ce qui s'est passé chez moi, c'est dommage que le gouvernement nie. Chaque fois qu'il fait des dérapages, au lieu d'assumer, il nie. M. Alpha Condé interrogé récemment en France sur l'existence des morts à la suite de la manifestation du 27 septembre l'année dernière. Dit oui qu'il y a eu des morts mais qu'ils ont été tués là par l'opposition parce que ces victimes ne voulaient pas manifester. Vraiment, ça c'est une honte pour le pays. Ces gens ont été tués par les forces de l'ordre. Les rapports d'autopsie existent. On a extrait de leur corps des balles qui sont encore avec nous. Et ces gens ont été envoyés dans les hôpitaux publics. Et tout le monde sait qu'ils ont été tués par balles. Maintenant, si le gouvernement dit que c'est des gens non militants, que nous-mêmes tuons nos militants
parce qu'ils ne veulent pas manifester, je ne sais pas. Ce qui s'est passé le 27 août, chez moi, ils avaient décidé de me séquestrer chez moi. Parce qu'ils savent que si je sors et je prends l'axe Hamdallah et Bambeto, toute la population me rejoint sur la rue. Alors, ils ont, le matin très tôt, ma maison à Dixine était entourée de pick-up remplis de gendarmes et de policiers. Mais à un moment donné, ils ont commencé à jeter les grenades à l'intérieur de la concession. Mais il y avait déjà trop de journalistes qui étaient là, qui étaient venus pour m'accompagner à la marche. Eux-mêmes ont vécu ces événements. À un moment donné, vous ne pouvez pas voir à l'intérieur de ma concession à 2 mètres de vous, tant qu'il y avait de la fumée. Monsieur Kenda Diallo, qui est le trésorier du parti, qui était récemment aux États-Unis, est tombé en syncope. Dans la cour là-bas, il y avait des vieilles personnes, des jeunes enfants, qu'on a dû envoyer encore dans les toilettes et les cacher. Parce que le gouvernement nie ça, alors que ça s'est passé devant toute la presse nationale qui était là, je ne sais pas comment réagir. Parce que lorsqu'on n'a pas le souci de sa propre crédibilité, c'est difficile de traiter avec des gens comme ça. Parce que nous n'avons pas les mêmes valeurs. C'est des choses qui se sont passées devant la presse. Alors, pour ce qui concerne le véhicule de M. Kouyaté, lorsque nous sommes allés chez M. Kouyaté, à un moment donné, on a dit qu'il se concerte. Arrivé, on a rencontré, on a trouvé des barrages de gendarmes, ils ont pulvérisé notre voiture de gaz lacrymogène, ils ont jeté des pierres, et comme ils voyaient qu'on a continué, ils ont tiré à balles réelles. Les impacts de balles sont sur la voiture de M. Kouyaté. Heureusement, c'était une voiture blindée. Tout le monde est venu voir. Après, c'était avec nous aussi, parce que la Jeep était là. Alors, je ne sais pas lorsqu'ils disent que c'est pas vrai. Bon. Pensez-vous qu'il y avait une tentative d'assassinat, de vous assassiner? Ah, bien sûr, mais je ne sais pas comment appeler ça. Ils ont tiré sur notre voiture. Sidia, Kouyaté et moi, on était dans la voiture. Aujourd'hui, le gouvernement a ordonné donc à son ministre de l'administration du territoire d'organiser donc une rencontre. Le gouvernement n'a jamais assuré ce dérapage. Jamais. Pour Sogota, jusqu'à présent, ils n'ont rien dit. Mais ils savent que c'est eux qui ont fait assassiner les pauvres paysans de Sogota à 1h du matin. Zakaria Diallo, qui a reçu une balle au cou le jour de mon arrivée, le 3 avril 2011, ils n'ont jamais assumé. Les 4 morts lors des manifestations du 27 septembre 2011, le gouvernement n'a jamais assumé. C'est qu'ils ont dit que c'est nous qui les avons tués parce qu'ils ne voulaient pas manifester. Ça, c'est M. Alpha Condé en personne qui le dit. Comment on peut réagir? Les rapports d'autopsie sont là. Qu'est-ce qu'on fait? Les balles extraites de leur corps, là, c'est dans les hôpitaux. Que les 3 sont morts, l'autre c'est dans une clinique privée, le 4e. Par rapport, si vous voulez, à ces événements de votre pays où il n'y a pas du tout, j'allais dire un peu donc une justice. Alors tout dernièrement, M. Jean-Marie Doré, lors d'un entretien, a dit qu'il connaissait exactement tous ceux qui avaient, la personne ou bien les personnes qui avaient déjà empoisonné, empoisonné certainement les Guinéens lors du 2e tour, ce qui a suscité pratiquement un peu beaucoup donc de problèmes. Alors, M. Jean-Marie Doré, jusqu'à présent, n'est pas encore entendu par la justice. Vous étiez candidat. Vos militants ont été, votre région et votre militant, et vos militants ont été certainement battus, séquestrés à cause d'une telle information. Pourquoi la justice guinéenne aujourd'hui la justice guinéenne fait ce que M. Alpha Condé veut. Vous aussi. C'est pourquoi on a des problèmes. Lorsque Zakaria est mort, l'autopsie a été réalisée, le rapport d'autopsie établi. La famille a déposé une plainte. Il a ordonné à la justice de ne pas prendre la plainte. La justice a renvoyé la plainte. On a allé chercher un huissier pour constater que la justice refuse de prendre la plainte de ses parents. Le dossier existe. La justice fait ce que M. Alpha Condé veut. Donc, par rapport à l'empoisonnement, moi, je ne sais pas, M. Jean-Marie Doré dit qu'il connaît qui a empoisonné les gens. Bon, pour moi, personne n'avait été empoisonné. C'était un jeu politique de M. Alpha Condé pour trouver un prétexte
pour s'attaquer aux militants de l'UFDC, disons les choses telles qu'elles sont, pour s'attaquer au peuple en Haute-Guinée et en forêt, il fallait qu'ils trouvent un prétexte. Et on a donc demandé à des enfants de simuler l'empoisonnement, ce qui a été fait, et ça lui a donné maintenant le motif de dire aux extrémistes du RPG, qui est de Sigiri, de Kouroussa, et de Kissidougou et de Sodikori, de s'attaquer au peuple, qui s'était supposé militant de l'UFDC. C'est ce qui fut fait. Il y a eu la chasse à l'homme qui a été organisée dans ces préfectures-là, et on a tué des gens, on a détruit leur commerce, on a détruit leurs biens en fonction de leur appartenance ethnique. C'était pour éviter qu'ils votent au second tour de l'élection présidentielle, parce qu'ils étaient nombreux à avoir voté dans ces régions-là et pour le candidat de l'UFDC, et on a pensé qu'il y avait que les peuples qui pouvaient commettre un tel crime. Voter pour un peuple à Ségiri ou à Kouroussa, ce qui a été fait. Tout le monde a suivi ça. Donc si aujourd'hui on dit qu'il y a eu empoisonnement, on connaît qui a empoisonné, c'est pas l'UFDG, pour nous dire. Parce que pour nous, il n'y a pas eu empoisonnement, il y a eu manipulation politique pour trouver un prétexte pour s'attaquer à des citoyens guinéens qui vivaient paisiblement à Ségiri, à Kouroussa, et détruire leurs biens. Il y a eu des morts. Vous vous en souvenez? Aujourd'hui, il y a un élément, si la justice était indépendante, elle aurait demandé à M. Jean-Marie alors qui a empoisonné, pour que ces gens soient poursuivis. Mais la vie des humains, c'est le respect de la loi, les droits humains, ce n'est pas une préoccupation de M. Alpha Condé, de sa justice, hélas. D'accord, revenons un peu en arrière. Après seulement le départ de M. Nonsini Camara, quels sont les défis à venir, hein? On a parlé donc de la récomposition paritaire de la CENI avec la proposition donc, du chef de l'État. Pourquoi vous êtes contre cette proposition qui vous donne 9 et puis 9 au parti au pouvoir? Est-ce que là on ne peut pas parler de récomposition paritaire? Pardon? Je n'ai pas encore vu le texte que M. Alpha Condé a fait déposer au nom du gouvernement. Moi, j'avais entendu parler de recomposition partielle. Ce que nous avons utilisé, c'est une recomposition entière de la CENI. Et d'ailleurs, ce que nous demandons, c'est que la loi organique annoncée dans l'article 133 de la Constitution, cette loi organique soit adoptée, mettant en place une CENI, parce que l'article 133 qui a créé la CENI indiquait clairement qu'une loi organique précisera la composition, l'organisation et le fonctionnement de cette CENI qui est désormais chargée de l'organisation de toutes les élections et référendums en Guinée, de toutes les élections et de tous les référendums en Guinée. Donc cette loi organique n'est pas encore adoptée. Et aujourd'hui, je pense que le CNT devrait faire, c'est d'adopter carrément cette loi organique en attribuant 10 places à l'opposition, 10 au pouvoir et 3 à la société civile. C'est aussi simple que ça et que très rapidement on désigne donc les deux de l'administration. Et les deux de l'administration. Les deux de l'administration. L'ancienne CENI avait 2 de l'administration. Mais l'ancienne CENI co-gérait avec le ministère de l'administration des élections. Maintenant, c'est une CENI indépendante qui gère et qui doit avoir comme partenaire l'administration. L'administration peut être un partenaire, un accord, un protocole d'accord, un accord peut passer entre l'administration et la nouvelle CENI. À Bamako, c'est une CENI paritaire, il n'y a pas l'administration. Au Burkina, c'est une CENI paritaire, il n'y a pas l'administration. Et je crois en RDC également. Partout, il y a une CENI paritaire, c'est 10 de l'opposition, 10 du pouvoir, et enfin, 10, c'est pas 10. Au Burkina, c'est 6, 5 de l'opposition, 5 du pouvoir. En tout cas, pour qu'il y ait l'équilibre indispensable à la crédibilité d'une CENI, il faut qu'il y ait la... Je pense que 2 représentants de l'administration n'est plus nécessaire dès lors que dans cette loi... Monsieur Diallo, vous reconnaissez pratiquement un peu le rôle que joue quand même la CENI. Si la CENI aujourd'hui décide certainement d'amender un peu, s'il vous plaît, cette récomposition paritaire, est-ce que vous avez des problèmes avec cela? Non. Dans la constitution guinéenne en vigueur actuellement, il y a une disposition qui crée une CENI chargée de l'organisation de toutes les élections et de tous les référendums. La loi organique qui précise les conditions de fonctionnement n'est pas prise. Cette CENI qui est en place actuellement là, celle dont M. Nonsini Camara était le président jusqu'avant-hier, cette CENI a été créée par une loi 013 qui indique que cette CENI co-gère les élections avec le ministère de l'administration du territoire.
étant donné que cette constitution est maintenant en vigueur, celle qui a permis d'aller aux élections présidentielles, il y a nécessité de faire adopter et de promulguer cette loi organique qui précise justement la composition de la CENI et les conditions dans lesquelles elle doit fonctionner. Le code électoral, je rappelle, actuellement en vigueur, est inspiré de cette constitution qui est actuelle, la nouvelle constitution. Si bien que la CENI actuelle a trois sources de légitimité. Il y a trois documents à partir desquels la CENI tire sa légitimité. Il y a la loi 013 de 2007 qu'il a créée. Il y a le code électoral qui indique quel est son rôle dans le processus électoral, mais ce code électoral s'inspire de la constitution actuelle et non de la loi 013. Si bien qu'il n'y a pas une cohérence entre les différents textes qui traitent de l'organisation et du fonctionnement de la CENI. En prenant cette loi organique, on pourrait harmoniser complètement les textes. Il y aura la Constitution, le code électoral qui est tiré de cette Constitution, et puis le code, la loi organique qui n'est pas encore adoptée, mais qui est annoncée. On a dit que c'est la loi organique là qui doit préciser la composition et le fonctionnement de cette CENI-là. Donc il n'y a pas, c'est pas maintenant cette CENI, cette loi organique va dire que cette CENI sera composée comme la CENI créée par la loi 13 de 10 de l'opposition, 10 du pouvoir et du droit de la société civile. C'est très simple. Et qu'elle va se charger de l'organisation des élections conformément au code électoral qui est déjà adopté, qui est une loi organique. Je vous suis parfaitement. Alors, M. Diallo, ce que nous allons permettre à nos frères du panel, les deux frères du panel vous poser une question, et puis prendre deux auditeurs, et puis certainement vous libérer, en guillemets, puisque votre calendrier est très chargé. Alors, nous allons du côté donc, du Paris avec le docteur Jean-Aimé Mouketou qui anime l'émission sur le Gabon. Voilà. Alors, docteur Jean-Aimé Mouketou, vous avez deux questions pour M. Diallo, allez-y. Oui, merci, Monsieur Jacques Roger. Je voudrais d'abord dire bonjour à Monsieur Cellou Diallo. Je peux dire bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Alors, Monsieur le Président, nous savons tous, moi je suis gabonais, je vis en France, que vous bénéficiez d'une vague de popularité politique dans votre pays qu'on appelle la Guinée. Nous savons également, nous qui vivons à l'étranger, que vous avez des facteurs politiques rationnels très suffisants. Nous savons également que vous avez une grande expérience politique et que vous possédez aussi des qualités personnelles hors du commun. Vous avez une intelligence, vous êtes charismatique, etc. J'avais beaucoup de choses à dire sur vous. Nous savons également que c'est vous qui avez normalement gagné la dernière élection présidentielle en Guinée. Alors, ma première question est la suivante. Vous étiez au congrès des démocrates. Vous venez de le dire. Vous avez entendu parler de Barack Obama, qui a parlé de l'élection, il a parlé de l'espoir, il a parlé de l'économie, il a parlé de la société, il a parlé de la diplomatie, il a parlé de l'environnement, il a parlé de la famille. Finalement, votre président, le dictateur Alpha Condé, qui est au pouvoir illégalement, illégitimement, quels sont les points essentiels de sa politique? J'ouvre une parenthèse. Pourquoi est-il dans l'incapacité d'organiser une simple élection législative dans votre pays? Première question. Deuxième question, elle est très simple. Attendez que je réponde d'abord à la première question, et puis rapidement vous allez à la deuxième question. D'accord, ok, merci. Non, la première question, je crois que, vous savez, entre les deux tours, j'avais souhaité qu'on ait un débat télévisé entre M. Alpha Condé et moi, pour qu'on confronte nos idées, nos projets et nos programmes. Malheureusement, il n'a pas voulu. On a insisté, on a tout fait. Il a dit qu'il ne veut pas débattre. Mais personne ne connaît quelle est la politique de M. Alpha Condé. On n'a pas de visibilité, c'est ce qu'il fait. Il y a des décisions populistes qu'on prend ici et là et qu'on annonce. Mais il n'y a pas
une politique cohérente de gestion de l'État qui est dans une situation comme celle de la Guinée. La première priorité de la Guinée, étant donné ce qui s'est passé pendant les élections présidentielles, c'était une réconciliation. Il fallait rassurer, restaurer la confiance entre les Guinéens. Il fallait que M. Alpha Condé mène une politique crédible de réconciliation et qu'il se comporte comme le président de tous les Guinéens afin de susciter en chaque Guinéen la confiance et l'espoir. Mais au lieu de ça, il est resté comme dans sa position d'opposant, à stigmatiser une ethnie, à diviser un groupe ethnique la Guinée, à tribaliser systématiquement le débat politique, à se livrer à des exclusions des autres, à l'arbitraire, à des violations flagrantes et répétées des lois de la République, et même de la Constitution qu'il avait juré de défendre. Il avait juré dans son serment de respecter, de faire respecter la Constitution. Mais dès qu'il s'est installé, il a commencé à prendre des actes qui violent les lois de la République, en procédant à la dissolution de tous les élus locaux alors qu'il n'en a pas le droit, sauf à respecter une procédure qu'il n'a bien entendu pas observer. Donc, on a voulu organiser rapidement les élections. Je rappelle que les partenaires techniques et financiers de la Guinée, dès l'annonce des résultats, se sont mis en rapport avec nous pour suggérer qu'on organise les élections législatives au mois de mars 2011, avec le même fichier, sans révision, avec la même CENI, sans recomposition, avec le même président de la CENI, qui était un étranger. Et nous, moi, personnellement, après avoir consulté mes alliés, au deuxième tour, j'ai marqué mon accord. Mais M. Alpha Condé a dit qu'il n'en est pas question. Ce n'est pas aux diplomates de lui dire quand est-ce qu'il organise les élections. Il est un président démocratiquement élu. Et il a refusé tout dialogue avec l'opposition pour définir les conditions d'organisation de cette élection législative. Au même moment, il a pris des décisions de manière unilatérale avec la CENI à sa dévotion concernant justement ces élections législatives en violant les lois de la République et les règles et les bonnes pratiques électorales. C'est après ça, à la suite de ça, que nous avons décidé d'organiser des marches et de protester et de demander un dialogue pour qu'on se mette d'accord sur la meilleure manière d'organiser dans les meilleurs délais ces élections législatives. Malheureusement, il a repris ces manifestations et a refusé pendant longtemps d'ouvrir le dialogue. Voilà le problème. Aujourd'hui, on est à 2 ans de son élection, on n'a pas d'assemblée. Mais ça l'arrange. Il a la justice à sa dévotion. Il a les forces armées à sa dévotion. Il a le CNP à sa dévotion. Il a les organisations de la société civile qu'il a complètement noyautées. Et aujourd'hui, comme c'est un partisan du pouvoir fort et du pouvoir individuel, il ne supporte pas les débats ni les critiques. Et aujourd'hui, il tient le pays. Et il n'y a pas de légitimité. Et il ne veut pas aller aux élections, sauf si on accepte d'aller aux élections à ces conditions, c'est-à-dire pour organiser une mascarade d'électorat et s'octroyer la légitimité qui lui manque déjà et prendre le contrôle de l'Assemblée. C'est à ces conditions, et à ces conditions seulement apparemment qu'il veut aller aux élections. Docteur Mkessou, allez-vous pour la deuxième question rapidement? Oui, rapidement, Monsieur Cellou Diallo, Monsieur le Président, je voudrais vous poser la question suivante. Je vais ouvrir une parenthèse. Quelle est véritablement votre œuvre en tant qu'homme politique? Est-ce que cette œuvre que vous allez nous présenter ici, on peut dire qu'elle est conforme à votre parole et à votre objectif? Et j'ouvre une parenthèse en vous posant cette question. Monsieur le Président, pourquoi dans l'Afrique, au sein de l'Afrique, des États de l'Afrique francophone, malgré ce qui s'est passé en Libye, vous avez vu comment le président Kadhafi a terminé sa vie, vous avez vu comment ça s'est passé en Égypte, vous avez vu comment ça s'est passé en Tunisie. Malgré ces exemples, comment expliquez-vous l'entêtement des dictateurs africains qui refusent l'enracinement de la démocratie? Peut-on affirmer que le dictateur africain de l'Afrique francophone ne voit pas, n'entend pas? Merci. Merci, docteur. Bon, voilà, écoutez, il y a beaucoup de facteurs qui expliquent la persistance des dictatures sur notre continent.
même si on peut parfois noter qu'il y a des progrès où on pense que il y a la démocratie s'est ancrée, s'est consolidée. Malheureusement, tout semble si fragile lorsqu'on regarde le cas du Mali, parce qu'on citait le Mali et le Ghana comme des exemples de bonne gouvernance politique. Bon, il y a le Sénégal qui s'est ressaisi et qui a organisé une bonne élection. Ceci dit, je crois que les dictateurs disposent, c'est dans les pays généralement riches en matières premières que la lutte est peut-être beaucoup plus difficile. Parce que dès que les États disposent de manne pétrolière, de manne émanant d'autres matières premières, et ils mettent les institutions à leur diffusion, y compris l'armée, la police, la gendarmerie et la justice. Le combat pour les peuples devient plus difficile. Parce que non seulement ils disposent de l'argent suffisant, et les gens sont pauvres, ils sont vulnérables, mais aussi il y a la force. Il y a la force, la corruption qui permet à des régimes comme ça de se pérenniser, mais il y a aussi la police, la gendarmerie et tout ça. Mais lorsqu'on regarde quand même ce qui s'est passé en Égypte, le printemps arabe, là, on ne peut pas désespérer parce que il n'y avait pas un pays qui, sur le plan de la sécurité, était mieux organisé que l'Égypte et la Tunisie, où il y avait Kadhafi qui avait une armée solide et qui avait près de 160 milliards de dollars de réserves de change dans le pays. Tout ça était à sa disposition. N'empêche, bon, mais là aussi, il a fallu le soutien de l'Occident. Hein. Sinon, seul Kadhafi et son peuple, il l'aurait peut-être écrasé, il aurait tué beaucoup de gens, mais c'était pas évident qu'il tombât tout seul. L'exemple de la Syrie est là. Bon, mais ceci dit, il faut que les peuples prennent conscience, décident d'exiger le respect de leurs droits, le respect de leur liberté, le respect des règles et principes démocratiques. Je pense que ça finira, bien sûr, par... en tout cas, ces dictatures finiront par s'écrouler face au combat des peuples. C'est pour ça que nous ne désespérons pas, il faut continuer le combat. Merci beaucoup, M. Diallo. Nous allons aller du côté un peu, j'allais dire un peu de l'opposition à M. Cellou Dalein Diallo. M. Ali Badara Fourma, grand démocrate et grand partisan, c'est mon supporter du professeur Alpha Condé. Alors, nous allons permettre à M. Badara de poser donc sa question. Alors, M. Badara, allez-y pour votre question. Merci, Jacques Roger. Je dis bonsoir à Elhadji Cellou Dalein Diallo et bonsoir à tous les grands auditeurs de la grande radio Jacques Roger Show. Jacques Roger, merci beaucoup encore une fois pour l'opportunité, mais le ridicule ne tue pas. Je veux rectifier d'abord Dr Moutektou. Elhadji Cellou Dalein Diallo, Dr Moutektou, est le président de l'UFDG. Il n'est pas le président de la République de Guinée, c'est le professeur Alpha Condé qui est le président de la République de Guinée. Écoutez, là on est d'accord. Je suis président de l'UFDG. Ok. Mais bon, là, je n'étais pas préparé à une si longue interview, mais M. Kourouma, je vais vous répondre et ce sera peut-être la dernière question parce que je n'avais pas un rendez-vous pour une interview aussi longue, mais il y a des gens qui attendent à qui j'ai donné le rendez-vous, par contre. Allez, merci. M. Kourouma, vous avez la parole là, je suis d'accord avec lui, je ne suis pas président de la République, il a voulu dire que j'ai été élu, mais je ne suis pas installé. Non, vous n'avez pas été élu, c'est le professeur Alpha Condé qui a été élu. M. Badara, on va aller rapidement à la question. M. Badara, allez-y rapidement la question. Rapidement, parce que là, je dois partir. Là, il y a des gens qui m'attendent. Vous avez été 10 ans ministre en Guinée et une année et demie Premier ministre. M. Badara, revenons à l'actualité. Oui. À l'actualité, ça sera mieux. Ok, Jacques Roger. Bref. Et là, Cellou Dalein, je voulais vous demander la cause fondamentale. Pourquoi vous avez été limogé pour faute lourde en Guinée? Je vais vous expliquer ça. C'est très simple. Par contre, c'est l'une des questions les plus simples. Oui. D'accord. Écoutez, j'ai été nommé Premier ministre en 2004, décembre, par le président Lansana Conté, à un moment où le pays avait était en proie à une profonde crise. Le programme avec le fonds était suspendu, les réserves de sang s'épuisaient, la monnaie ne faisait que glisser, comme on aime le dire. Et lorsque j'ai été appelé à cette fonction, je me suis senti dans l'obligation d'élaborer un programme de stabilisation. J'ai élaboré ce programme avec un certain nombre
de collègues. Je suis venu ici à Washington, même, je l'ai vendu au Fonds monétaire et à la Banque mondiale qui ont estimé à l'époque que c'était un très pauvre programme qui mérite l'appui de ces institutions-là. Mais ça supposait que des décisions soient prises. Il fallait mettre fin à un certain nombre de pratiques qui symbolisaient la mauvaise gouvernance. Il fallait mettre fin aux exonérations ad hoc, mettre fin au marché de gré à gré, arrêter les dépenses extra-budgétaires et essayer de faire respecter un certain nombre de textes qui étaient régulièrement violés depuis quelques années. Donc j'ai élaboré ce programme, je l'avais déjà soumis au président Conté qui m'a dit qu'il est d'accord, je l'ai vendu aux partenaires techniques et financiers, ils ont décidé de m'appuyer. Bien sûr, ça touchait beaucoup d'intérêts. Vous vous souviendrez, il y a eu beaucoup de conflits, j'ai eu beaucoup de conflits avec des gens qui étaient proches, vraiment très proches du président et qui avaient des avantages, qui avaient des fonds de commerce. J'ai dit qu'il faut qu'on arrête tout. On ne peut plus donner un marché de gré-gré. Il faut passer par l'appel d'offres. Il ne faut plus venir voir le président avec un connaissement, je vais une exonération. Je dis qu'il faut mettre systématiquement fin à ça. Des marchés qui étaient conclus alors qu'il n'y avait aucun crédit budgétaire pour les exécuter. Toute cette pagaille dans la gestion du pays, j'ai dit qu'il faut qu'on mette. Le président était d'accord, j'ai vendu, on a commencé. Ça a touché beaucoup d'intérêts. Et puis les gens se sont coalisés. Et puis comme le président est devenu après subitement très malade, au point que c'était devenu critique, les gens se sont coalisés. Mais je n'avais pas de gouvernement. J'ai décidé, j'ai dit au président, finalement c'est impossible de mettre en œuvre ce programme, qui a l'appui théorique des partenaires, si on n'a pas une équipe qui est dessinée. Aujourd'hui, je suis contesté à l'intérieur du gouvernement. Je veux un gouvernement. Depuis que je suis nommé, il n'y a pas eu de gouvernement. Et à l'issue d'une longue discussion avec le président, il a dit, bon, tu composes, tu fais-moi un projet. J'ai fait un projet, j'ai amené, il a signé. Les autres dont les intérêts étaient touchés se retrouvaient toute la nuit, ils ont fait des pressions sur le président. Si vous laissez signer, laissez ce décret s'exécuter, le petit prend le contrôle du pays et puis c'est ceci et cela. Bon, et puis on a fait toutes sortes de pressions sur le président. Il a décidé d'accéder à cette pression en décidant d'annuler le décret. Alors j'ai demandé à ce que le président me limoge. Moi-même, c'est que beaucoup de gens ne savent pas, mais il y a des témoins. J'ai dit, je ne peux plus rester Premier ministre si ce décret est annulé, parce que je ne pourrais plus réunir. Moi aussi, j'ai fait faire des pressions auprès des gens sur lui, et puis finalement, 2 heures après, le décret me limogeant aussi a été pris. Ceux qui le rédigeaient, on a dit, on va mettre faute. C'est tout, mais il n'y a pas de question. Merci, Eladji. Il y a plein de gens qui étaient là-dedans, qui étaient de lui, et il y avait d'autres qui étaient sur mes propositions. Voilà, la faute lourde. Merci Eladji, je crois que vous avez déjà répondu. Merci encore une fois pour l'interview. Comme vous l'aviez dit, c'était pour 15-20 minutes. Nous avons pris un peu de temps. Alors, nous allons vous permettre certainement de vous donner certainement votre mot de fin. Abdoulaye Kodi, intervenez, puis Eladji nous donne seulement le mot de fin, et puis nous allons faire. Allez-y, Abdoulaye Kodi, rapidement, et puis monsieur. Écoutez, Roger, alors, là, j'ai 2 minutes, il y a des gens qui j'ai donné rendez-vous depuis longtemps. C'est pas prévu. C'est Alassane qui m'a infligé cette toujours du plaisir à parler avec toi ou à répondre aux auditeurs. Parce que certains Monsieur le Président, simplement alors 2 minutes, la dernière question, vraiment la dernière. Allez-y, rapidement. Rapidement, juste une précision, Monsieur le Président. Bonsoir d'abord à vous et félicitations à tout ce que vous faites pour la Guinée. Et merci pour tout ce que vous faites pour la Guinée. Et juste une petite précision concernant ces histoires d'être décoré pour meilleur investisseur au Sénégal. Nous avons besoin d'une précision parce que moi, ce que je suis... Bon, Abdoulaye, ça sera tellement long, Abdoulaye. Bon, je réponds à cette question, c'est fini. Écoutez, je vais vous dire, d'abord, je crois que c'est une question qui revient souvent. Même depuis que je suis aux États-Unis, on me l'a posée. Ça, c'est une accusation de M. Alassane Condé, ministre de l'Administration du Territoire, qui, une fois, au cours d'une interview, a dit que j'ai été décoré à Dakar en tant que meilleur investisseur sénégalais, meilleur investisseur étranger au Sénégal. Je n'ai aucun investissement au Sénégal. J'ai été décoré, j'ai reçu une distinction, le corridor de la paix, parce qu'on estime que dans la sous-région, c'est moi qui ai posé un acte qui a contribué à préserver la paix dans la sous-région. Et quel était ce acte? C'est l'acceptation des résultats du 2e tour. C'est ainsi que ils ont décidé là-bas à l'unanimité de me donner le corridor de la paix. Il y avait d'autres corridors
qui ont été décernés à des gens. Il y a le président Abdou Diouf qui a reçu un corridor, il y a Ismaïla Cissé qui a reçu un corridor, il y a un homme de la presse, M. Nias, qui a reçu un corridor. Il y a eu beaucoup de corridors, mais moi, celui de la paix m'est revenu pour cette année-là. Alors, lorsque les Guinéens disent qu'ils n'ont pas de scrupules, ils ont été décorés pour ça. D'abord, ce n'est pas vrai, je n'ai pas été décoré pour ça. C'est pas d'investissement au Sénégal. Moi, je ne suis pas un homme d'affaires. Je ne suis pas un homme d'affaires. Alors, ça, c'est une accusation gratuite pour discréditer un homme politique, tout comme on m'a attribué la vente de l'usine de Fria, la vente de Erguiné, la vente de Rail. Chaque fois, on cherchait, qu'est-ce qu'on n'a pas cherché à mettre sur ma tête pour me disqualifier lors de l'élection présidentielle, même sous la junte. Parce que lorsque je suis venu en politique, j'ai provoqué une recomposition, un séisme politique, et l'UFDG, en 6 mois, est devenue la première force politique du pays. Et chacun a payé un peu, tous les leaders. Et tout le monde était coalisé pour moi. Il fallait qu'on trouve un moyen de me disqualifier pour que je ne participe pas aux élections. C'est ça le problème, on m'a attribué des choses. Merci, M. Selou Dalen Diallo. Merci beaucoup, Roger. Merci beaucoup pour t'accorder. Merci. Merci, d'accord. Voilà, très bientôt. Alors, encore une fois, merci beaucoup. Oui, M. Alassane Diallo, c'est ça, Alassane? Alors, Alassane, c'est juste pour, oui, c'est juste pour vous remercier et réitérer encore notre appel pour le meeting de dimanche, le meeting de l'opposition à New York. Donc, ça sera sur la 135e Street et la 5e Avenue. C'est un lieu qui est très connu. Il suffit de prendre le train 2 ou 3 jusqu'à... Vers le